Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver donc aujourd'hui pour ce 17e épisode de mes loisirs créatifs. Je suis Cécile, alias Prums Création sur YouTube et Instagram. J'espère alors pour commencer que vous vous portez bien, pas de soucis de santé pour vous et votre famille. Par chez nous, je n'ai pas eu de soucis non plus, donc tout va bien chez nous. Alors aujourd'hui, on va faire un 100% couture, une partie comme d'habitude CAP et une partie de couture plaisir. Donc j'ai en tout 1, 2, 3, 4, 5 projets à vous présenter. Donc je vais commencer par la partie CAP et ensuite je vous mettrai comme d'habitude tous les temps, les chronos et les patrons sur lesquels j'ai travaillé ce mois-ci en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à la consulter. Donc on commence par le CAP. Alors, sur la partie histoire de la mode, je commence par cette partie-là aujourd'hui. Donc, on est arrivé à la deuxième moitié du XXe siècle, donc à partir de 1950. Donc, c'est la dernière partie, puisque le livre cessait à cette période-là. Donc, je vous présente la dernière partie, il n'y aura plus après d'autres. Donc sur les années 50-60, on a vu apparaître des robes et tailleurs très cintrés. Donc on est réapparu sur une mode un peu plus près du corps en fait pour ces années-là. Mais enfin, bon, je pense qu'elles sont plus, comment dire, elles sont beaucoup plus connues du public d'aujourd'hui puisque ça fait partie un petit peu de notre histoire récente. Donc ça, ce sont les robes des années 50 et 60. Alors à partir des années 70, on a vu apparaître les mini-jupes, donc des robes, mini-robes et mini-jupes, un peu mode, la mode hippie également, les pattes def. Donc, et puis cette période-là a été aussi une période d'émancipation de la femme et des revendications pacifistes, d'où la mode hippie en fait qui est apparue à cette période-là. Donc j'ai mis quelques photos, donc les mini-jupes, hein. Ici les pantalons pas de def, la mode hippie, bon, la mode hippie hein, c'était un peu un mix des deux. Ensuite sur les années 80 est apparue la mode working girl, donc où il y a eu d'ailleurs un film assez connu avec Mélanie Griffith, je crois. Donc c'était la mode veste tailleur, épaules larges, un peu masculine. Et ensuite apparu également sur cette période-là le streetwear et le sportwear, mais qu'on revoit plus dans les années 90. Donc ça c'est un exemple de mode working girl. Donc les épaules larges, la veste un peu plus masculine. Et c'est en lien avec les modes, couturiers stylistes de ces époques-là. Et la dernière période qui est des années 90, donc là on arrive à, alors là il y a eu un mix de plusieurs modes qui courent toujours d'ailleurs, je trouve qu'on a, il y a trop de différences et trop de modes aujourd'hui. Enfin c'est tant mieux d'un côté parce que c'est pour plaire à plus grand nombre, hein. Donc on a eu des modes grunge, des modes rococo, un petit retour du rococo, comme je vous disais, le streetwear, le full denim. Donc en fait, il y a tellement de modes différentes que je me suis pas concentrée sur cette période-là. C'était pas, pour moi, pas très intéressant. Donc juste le grunge, donc c'était ce qu'on voit aujourd'hui avec les pantalons, tous les pantalons percés, ça perdure hein, de toute façon depuis les années 90. Et le streetwear, hein, qui a été une très grande période utilisée par les rappeurs principalement. Donc c'est voilà, sur la cinquantaine d'années qui a écoulé, les différentes modes qui sont apparues. Je me suis ensuite concentrée sur les créateurs, hein, les stylistes qui avaient, et pareil, à partir des années 50, plus vers les années 70, disons, il y a eu une explosion en fait de nouveaux couturiers, de nouveaux stylistes, et il y en a tellement que je me suis concentrée simplement sur 4 qui me semblaient être ceux qui ont été le plus reconnus mondialement. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que j'en ai oublié certainement, mais il y en a tellement que je n'ai pas pu utiliser, en fait, me concentrer ou étudier plutôt l'ensemble de ces créateurs.
Donc il y a, alors j'ai fait en sorte d'utiliser, enfin de parler de 4 créateurs, mais qui ont un lien les uns avec les autres, ce qui m'a paru un peu, enfin qui m'a paru intéressant de voir cet acheminement en fait des différents créateurs. Alors il y a en premier lieu Christian Dior, bien évidemment, Christian Dior qui a été mondialement connu, mais qui, alors je vais parler surtout d'anecdotes hein, parce que du coup je ne vais pas vous parler de toute leur carrière parce que vers les années 70, après c'était beaucoup plus commercial, leur marque donnait des marques commerciales et que du coup ça m'a beaucoup moins intéressée. Donc ce sur quoi je me suis intéressée, surtout les petites anecdotes qui ont fait qu'ils sont devenus couturiers et dans leur cheminement de vie en fait. Pardon. Donc en fait, Christian Dior, il a commencé sa carrière assez tardivement en tant que modéliste. Et il a ouvert sa première maison, donc enfin la maison Dior en fait, en 1946 à l'âge de 41 ans, donc assez tardivement. Et malheureusement pour lui, il n'a pas vécu longtemps puisqu'il a en fait eu que 10 ans réellement de réputation, donc une période très courte, une réputation et une renommée mondialement connue. Donc ces 10 ans ont suffi à le rendre mondialement connu, puisqu'il n'a eu, il est décédé en 1957 d'une crise cardiaque. Donc, mais par contre, sa maison dure et perdure aujourd'hui comme une entreprise importante. Donc j'ai regardé en fait les différents types de créations qu'il avait faites et alors ce sont des lignes et des lignes un peu, enfin étonnamment il les a nommées avec des lettres. Donc on a la première création qui était en 1947 après l'ouverture de sa première maison. C'était le New Look. Donc New Look, c'est celle-ci où on voit en fait, comme je vous disais dans les années 50, on voit à nouveau que les modèles de robes sont cintrés à nouveau en taille. Ensuite, dans les années 50 également, on a vu la ligne Tulipe qui est apparue. Donc une robe ou un manteau, j'ai l'impression que c'est plus un manteau là, en forme de tulipe inversée. La ligne H, donc celle-ci, vous voyez en fait une coupe droite et légèrement, très légèrement cintrée à la taille. La ligne A, je pense qu'en fait il a étudié toutes les morphologies des femmes et chaque année a fait une morphologie pour chaque type de femme. La ligne A, enfin, je pense, hein, je dis ça, mais je ne sais rien en fait. Et donc avec évasé, plus évasé. Et pour finir, la ligne Y, donc là qui est, je pense, pour les femmes beaucoup plus mince. Donc je me suis concentrée sur ces 5 types de modèles qu'il a fait et qui ont fait sa réputation et la réputation de sa maison. Donc il est né en 1905, il est mort en 1957, donc il a vécu que 52 ans. Ensuite, j'ai pris pour le deuxième créateur, Pierre Cardin, qui est également mondialement connu et qui est encore vivant aujourd'hui. Il est né en 1922, donc 1922, il a 98 ans. Bah, pas mal. Chapeau, monsieur. Donc, alors, Pierre Cardin, donc, a commencé son apprentissage, donc beaucoup plus tôt. Donc, il a été à 14 ans apprenti tailleur, hein, dans une maison chez Bonpuy. Je ne connais pas, mais chez Bonpuy, en tant qu'apprenti tailleur. Hein. Donc, ça, il a commencé en 1936, donc à 14 ans. En 1946, c'est-à-dire 10 ans plus tard, il a été engagé, donc c'est là où les petits liens les uns des autres que je vais faire. Il a été engagé comme premier tailleur de la maison Dior. Donc c'est là où il y a eu un lien entre donc il a été en fait premier tailleur chez Dior. Et il y reste jusqu'à sa... Enfin, il a été embauché à l'ouverture. Donc en 1946, quand Dior a ouvert sa propre maison, Cardin a été embauché. En 1950, il a fondé, donc 4 ans après, il fonde sa propre maison de couture et il élabore, lui, des costumes de scène. Donc, il a été connu plus enfin, à l'époque, pour ce type de costumes, c'est-à-dire des costumes de théâtre et de scène également. En 1954, il a triomphé avec sa robe bulle et il inaugure sa première boutique. Donc, la robe bulle, on en voit encore des modèles un petit peu de ce genre. Je ne sais pas si vous allez voir. La robe bulle un petit peu, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien.
une forme un peu ronde au niveau de la jupe. Et en fait, il présente, et c'est là où il a eu la haute couture ado, il présente la première collection de prêt-à-porter, ce qui n'a pas plu du tout à la maison, au syndicat de la haute couture. Donc sa première collection au printemps, au magasin Printemps, et c'est sa première collection qu'il a faite en 1959. Donc il a en fait démocratisé la haute couture et créé une collection prêt-à-porter de luxe, on va dire. En 60, il fait la première collection également de prêt-à-porter, mais masculine cette fois-ci. En 63, c'est ce que j'ai dit, il allait démocratiser la haute couture. En 66, il crée aussi une collection de prêt-à-porter, mais pour les enfants. Il a reçu, je ne savais pas que ça existait, peut-être que vous non plus, il a reçu en fait des dés d'or de la haute couture, malgré tout. Donc il a été décrié par la haute couture, mais malgré tout, il a quand même reçu 3 dés d'or, donc en 77, en 79 et en 82. Pour ses collections créatives. Et donc les dés d'or, en fait, on le voit, en fait, ça c'est Monsieur Cardin. Et les 3 dés d'or, c'est des gros dés d'or qui doivent valoir une fortune, je pense, si c'est vraiment en or. Et ensuite, il est aujourd'hui considéré comme le designer futuriste. Et c'est lui qui fut le premier à lancer la licence, en fait, pour sa marque. Donc, en termes de licence, maintenant, le Pierre Cardin, ça fonctionne de manière par des licences en fait apparemment. Alors ensuite, je me suis intéressée à Yves Saint Laurent. Donc Yves Saint Laurent, il est lui né en 1936 et il est décédé en 2008. Alors il est né à Oran. Et ce qui m'a intéressé dans sa vie, c'est qu'en fait, à l'âge de 13-14 ans, il s'amusait à découper des mannequins sur les magazines Vogue de sa mère. Hein. Et il les habillait avec ses propres dessins qu'il faisait. Donc là, j'en ai un qu'il avait fait à 13-14 ans. Donc c'était assez marrant. Et à 17 ans, il a participé à un concours en fait lancé à Paris. Et il a remporté le 3e prix pour sa robe, qui ressemble d'ailleurs à celle que je vous ai montrée. Donc c'est celle-ci, la robe avec laquelle il a gagné le 3e prix du concours. Donc ça c'était en 53, en 55, non, en 53 oui, et en 54 il déménage à Paris. En 1955, c'est Christian Dior, donc peu de temps avant son décès, Christian Dior en fait qui a été frappé par son talent et qu'il décide de l'embaucher. Et c'est en 57, donc à la mort de Dior, où Yves Saint Laurent, pardon, Yves Saint Laurent prend la direction de la maison Dior. Donc vous voyez les acheminements, c'est ça qui est assez étonnant en fait. Je trouve ça drôle en fait qu'il y ait eu autant de liens les uns avec les autres. Et c'est en 61 donc qu'il a quitté la maison Dior pour fonder sa propre maison avec Pierre Berger, donc son compagnon d'époque, enfin d'époque jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs. Et il a présenté sa première collection de haute couture en 1962. Donc j'ai pris quelques modèles de collection, alors j'ai pas été jusqu'à, parce qu'il a quand même une carrière assez longue, j'ai pris les modèles les plus connus. Hein. Donc la robe Mondrian, avec une collection pop art qu'il a faite. Ensuite il a fait une collection smoking pour femmes. Donc il a en fait masculinisé un peu comme Chanel, masculiniser les vêtements pour femmes. Et sa saharienne qui a eu beaucoup de succès également. Il a créé aussi en 1966 une marque de prêt-à-porter qui s'appelait Rive Gauche, hein, donc qui était pareil. En fait, initialement, il n'était pas pour le prêt-à-porter, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était quand même aussi une manne financière importante, le prêt-à-porter à l'époque. C'est pour ça qu'il a fait cette nouvelle marque. Et c'est en 83 où il a fait une autre marque qui s'appelle Saint Laurent Variation et qui, elle, était plus abordable financièrement. Et le dernier créateur que j'ai choisi, c'est Jean-Paul Gaultier. Donc, pas du tout le même type et même style vestimentaire. Mais il y a aussi un lien avec les autres créateurs, en fait.
alors pour Jean-Paul Gaultier, qui est né en 1952 et qui est toujours vivant aujourd'hui, a commencé à s'initier à la couture avec sa grand-mère. Donc à l'âge de 15 ans, il a dessiné des esquisses et des collections de vêtements pour enfants en premier lieu. Et là, à 15 ans, il tente d'intégrer la maison Saint-Laurent. Donc encore un lien, mais Saint-Laurent n'aimait pas ses collections parce qu'il les a trouvées apparemment trop colorées pour lui. Donc il a envoyé son dossier à une autre maison qui était connue également là-bas, c'était la maison Cardin cette fois-ci, et qui accepte en fait de l'intégrer comme stagiaire à l'âge de 18 ans. Il y restera moins d'1 an. Il a créé sa propre collection et sa propre marque en 1976, mais ça n'a pas été une réussite, mais ça a été même un échec. Et c'est seulement en 1980 grâce à la maison apparemment Kashiyama, maison japonaise je suppose, qui lui a fait une commande de collection James Bond. Donc je pense que dans les années 80, oui, avec les films James Bond, costume 3 pièces, que sa marque a finalement explosé. Donc je me suis concentrée sur les 4 en fait collections créations mythiques de Jean-Paul Gaultier. C'est en 83, ses créations, c'est La Marinière qui est pour lui quelque chose d'important et qui est apparu dans quasiment pratiquement toutes ses collections. La Marinière, la jupe pour homme, le corset, et là on va reconnaître, enfin pour celles qui ont connu les années 80, elles vont reconnaître facilement le corset un des corsets que Madonna a porté lors de ses concerts, et la collection La Parisienne. Alors là, la marinière, la jupe pour homme, alors, comme je vous disais, le corset avec les gros cônes que Madonna a porté également sur le concert, et ici, les vêtements La Parisienne. Donc voilà pour la fin de cette partie, donc histoire de la mode. Alors j'espère qu'elle vous aura été utile. Moi en tout cas elle m'a beaucoup intéressée. Plus bizarrement l'ancienne époque que celle d'aujourd'hui. Mais en tout cas j'espère surtout retenir toutes ces informations pour le futur CAP. Donc je passe maintenant à la création du CAP du mois. A tout de suite. Alors la création du mois était... la dernière création, que je précise, je vous rappelle si... Vous arrivez sur cette chaîne, donc j'ai travaillé essentiellement avec ce livre CAP couture de Artésane et Christine Charles. Chaque mois il y avait un modèle à effectuer. Donc ce mois d'avril il fallait créer le short Gillian. Le short Gillian avec bien évidemment des points techniques importants. Alors, en termes de points techniques, je reprends mon qui grossit de plus en plus, mon aide-mémoire surtout, parce que sinon c'est un peu compliqué. En termes de points techniques, il y avait des pinces d'eau, des plis devant, une braguette avec soupon, des poches passe-poilées à rabat. Alors j'ai pris la version 1, puisqu'il y a plusieurs modèles, j'ai pris la version 1 qui avait des poches passe-poilées à rabat derrière, des poches italiennes et une ceinture doublé. Alors, je vous montre le résultat. Alors, la matière qu'il fallait travailler, c'était le jean. Donc, voici, j'avais un coupon de jean qui me restait. Donc, voici le short Gillian. Alors, c'est un modèle assez large. Alors, je l'ai fait en taille 36 parce que c'est un modèle qui me plaisait particulièrement. Je voulais le faire pour ma fille. Bon, il ne lui plaît pas plus non plus, donc tant pis, on verra bien qui le portera. Pour l'instant, j'ai plus de boutons, donc j'ai pas mis le bouton de jean, il m'en faut. Donc voici, donc je disais les pinces, des pinces d'eau, des poches passe-poilées avec rabat. Ensuite, des poches italienne devant. Alors j'ai fait des petites modifications parce que je voyais en fait sur les modèles qui étaient créés que normalement on devait voir en fait le surfil, le surjet de la couture intérieure, mais ça me plaisait pas, donc j'ai fait un petit rabat. En fait pour ne pas voir ce surjet. Ensuite des plis devant et bien évidemment
une braguette avec soupon. Alors j'ai fait aussi une deuxième modification qui n'était pas prévue. C'était gancé en fait pour éviter, parce que là normalement on aurait dû voir aussi le surfil, enfin le surjet. J'avais pas envie forcément qu'on le voie, donc j'ai gancé la ceinture pour qu'elle soit plus jolie, que ce soit aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme difficulté? Alors, j'ai eu une incompréhension, et je remercie encore Sandrine parce qu'elle m'a éclairée sur le montage des poches italiennes. En fait, il y avait, pour chaque pièce, enfin pour chaque morceau, on a un patron. Donc, et j'avais, j'ai pas pensé à le prendre, j'avais en fait une pièce, on va dire que c'est l'empiècement qui devait être cousu. Donc, et ça devait faire un angle comme ça. Et moi, je l'ai cousu la pièce entièrement. Et je me retrouvais avec un rentré de marge de couture déjà fait. Et que je ne pouvais plus du coup assembler le côté devant avec, parce que j'avais déjà une marge de couture. Et en fait, non, il fallait simplement coudre cette pièce-là, du coup. Il fallait simplement la coudre jusqu'ici, malgré qu'elle continuait, pour éviter justement et laisser la marge de couture ici pour pouvoir assembler les deux pièces ensemble. Donc ça, j'ai eu un petit bug là-dessus, mais j'ai été me renseigner pour voir quoi, avec celle qui l'avait déjà faite. Ensuite, qu'est-ce que j'avais également comme difficulté? Alors, j'ai pas eu, cette fois-ci, j'ai pas eu de difficulté pour la braguette. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais fait déjà des pièces d'études? Pour ce modèle-là, j'ai pas eu de difficulté du tout pour la braguette. La ceinture, vous voyez, c'est en fait une ceinture. On a deux parties de ceinture. Et alors c'est une partie entière qui est l'arrière et le haut, une pièce, en bas une autre pièce. On assemble les deux parties ensemble et ensuite on vient surpiquer les parties. Ça fait une très jolie ceinture en fait, c'est sympa je trouve. Ça change du genre. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce modèle? J'ai mis à peu près 15 heures. 15 heures pour le faire. Donc ça va, ça rentre dans le cadre des 16 heures de construction d'un patron. Donc je suis plutôt contente. Pour ce qui est de l'ourlet, c'est juste un roulet, un double rentré. Donc rien de particulier sur l'ourlet. Et puis c'est tout, je crois. Si, j'ai pas compris en fait sur la manière, ah oui, la manière de monter les poches passepoilées. En fait, encore une autre méthode que je connaissais pas. On avait les poches passepoilées de la même manière que j'avais fait le tuto, mais à une différence près, c'est que la poche intérieure, hein, je vais mettre, la poche intérieure était cousue en même temps que le passepoil. Alors j'arrivais pas à comprendre pourquoi il faisait ce type de montage. Donc j'en ai fait une de la même manière et une de la méthode S-Mode que j'avais faite la dernière fois. Et je voulais vous montrer en fait où était la différence entre les deux méthodes. Excusez-moi. Alors la différence, il faut que je me souvienne déjà lequel est le... Oui, la différence c'est que pour l'un, on a, c'est plutôt à l'intérieur que ça se voit, pour la méthode du livre CAP, on a à l'intérieur en fait, ici, on voit en fait, et je trouve pas ça joli, on voit la couture, le surjet, et je trouve pas ça très très joli. En fait, le fait de coudre en même temps, ça fait que à l'intérieur on voit la couture. Alors que la méthode S-Mode, c'est-à-dire qu'on coud d'abord le passepoil et après on vient assembler les fonds de poche. La couture, elle est en dessous. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la poche, à l'inverse, elle est nickel. Je préfère largement cette méthode-là que celle qui préconisait en fait sur le livre Artesane. Parce que du coup, c'est plutôt, quand on regarde un vêtement, on regarde plutôt l'intérieur que l'extérieur. Pour des poches en tout cas. Et voilà, donc c'était
le seul et le dernier en fait modèle complet du livre. Donc c'est vraiment, et apparemment d'après ce que Christine Charles disait, c'était le genre de modèle qui est, enfin en termes de technicité, qui est présenté souvent lors des CAP. Donc là c'était le dernier modèle. Pour le mois de mai, c'est que des pièces d'études qu'elle fait faire. Hein. Donc je pense que je vais maintenant pour ce qui est de la partie CAP. Alors comme je vous l'avais indiqué, donc j'ai bien eu confirmation, le CAP n'aura pas lieu avant septembre, entre septembre et novembre apparemment. Alors pour ce qui est des étudiantes en formation continue, elles auront, en fonction des notes de l'année, elles auront ou pas leur CAP. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai pu comprendre, elles ne passeront pas l'épreuve, ce qui est bien dommage, parce que c'est quand même, malgré tout, c'est quand même un challenge. Pour les candidates libres comme moi, elles le passeront entre septembre et novembre sur la session qui est normalement dite de rattrapage pour les stagiaires habituels. Donc moi je pense que d'ici là, je vais continuer en fait à faire des modèles des annales. Donc j'avais imprimé, enfin j'avais fait faire imprimer en A0 quelques modèles que j'avais trouvés. Donc je pense que je vais en faire encore, parce qu'il ne faut quand même pas que je perde la main malgré tout sur les gammes de montage. Et puis certainement peut-être aussi des pièces d'études pour toutes les parties techniques. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un livre vraiment... J'ai vraiment beaucoup appris grâce à ce livre. Hein. Je ne vois plus la couture de la même façon, c'est certain. C'est que maintenant je suis beaucoup plus minutieuse et que je n'hésite plus du tout à défaire quand une pièce ne me plaît pas. Ça, je pense que c'est... Mes coutures intérieures doivent être aussi jolies que mes coutures extérieures. Et alors là, je rejoins vraiment Sandrine par rapport à ce qu'elle disait. C'est là où on reconnaît en fait une vraie couturière de métier, c'est que l'intérieur comme l'extérieur doit être beau. Et là, vraiment, ce livre-là, je vous le conseille vivement, sincèrement, parce qu'il a le mérite de nous apprendre beaucoup de choses. Et surtout de nous apprendre à nous se perfectionner et à faire en sorte que nos vêtements soient les plus réussis possibles. Donc en tout cas, il y aura encore jusqu'à l'épreuve, je pense que j'aurai encore une partie CAP. Alors plus d'histoire de mode, c'est sûr. Peut-être d'autres informations sur... non, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ferai des épreuves. Je vais continuer à faire des épreuves, à vous les présenter si cela vous intéresse. Et puis voilà. Donc c'était tout pour la partie CAP ce mois-ci. Je passe maintenant à la partie loisirs. À tout de suite. Donc je vous présente le premier projet que j'ai fait donc en couture loisirs. Il s'agit du top Raquel. Donc top Raquel d'Anna Rose Pattern. Donc avec ce patron, il y a deux possibilités. Une possibilité avec un col, et c'est cette version-ci qui me plaisait particulièrement, et une sans col. Avec des manches longues, avec des bas de manches ou sans bas de manches. Donc, alors j'avais vu en fait le modèle qu'avait fait la créatrice lors du dernier CSF, et c'est ce qui m'a donné envie d'acheter le patron que j'ai acheté en pochette lors du CSF. Hein. Ce qui me plaisait particulièrement, c'était ce col montant pour une pièce en jersey. Donc je trouvais que c'était pas un modèle classique sur du jersey. Donc j'ai tenté en fait l'expérience. Alors je me suis basée sur la taille indiquée. J'ai fait une taille 40. Hein. J'ai mis 5 heures en tout. Alors quand je donne un nombre d'heures, c'est tout compris. Hein, décalcage, découpage du tissu, pardon, et puis ensuite la couture. Donc, alors, pas de difficulté particulière. Deux points quand même négatifs que j'ai trouvé sur ce patron. Le premier, c'est que pardon, c'est vraiment très succinct. Alors pour un patron indépendant, j'ai trouvé ça étonnant. C'est assez rare qu'une marque indépendante soit si avare d'explications dans leur guide. Alors c'est un patron qui normalement pour... est-ce qu'il est marqué pour débutants ou pas? Difficulté 2 sur 4. Oui, je confirme. La seule difficulté particulière, c'est le col.
Alors ce qui m'a plu, donc m'a déplu, c'est que voilà, il n'y a pas de schéma de construction. C'est exclusivement du texte. Donc je pense quand même qu'il y aurait pu avoir un effort en fait de la créatrice pour expliquer un peu mieux le montage du col, surtout pour le col parce que c'est là la difficulté. Ensuite, ce qui m'a déplu également, c'est que les deux versions, et ça je n'aime pas du tout quand une créatrice fait ça, les deux versions, enfin les explications des deux versions sont mélangées. Je préfère nettement qu'on ait la version A, les explications, la version B, les explications, plutôt que d'avoir préparation pour la version A, qui continue préparation A et B, etc. Je trouve que c'est pas forcément très clair hein, en termes d'explication, mais ça c'est ma façon de voir les choses. Autre chose également, c'est qu'elle coud du jersey comme si c'était en fait du chénétram, ce qui m'a étonnée, puisque les marges de couture incluses sont de 1 cm. Et surtout, c'est qu'elle fait surfiler après la couture. Donc surfiler au lieu de surjeter après la couture, puisque souvent on doit en fait écraser la couture, donc on doit surfiler pardon, les pièces. Mais pour du jersey, j'ai trouvé ça assez étonnant. C'est pas une méthode, habituellement on surjette et on n'ouvre pas les marges de couture sur du jersey. Alors j'ai modifié une chose. C'est, je sais pas si on va voir grand chose en fait ici. Non, il n'y a pas de schéma. Donc en fait, j'ai modifié l'écartement du col parce que quand je l'ai fait, l'écartement du col, il doit y avoir à peu près, normalement il doit y avoir à peu près 5 cm d'écart entre les deux. Donc entre l'empiècement devant et le col, ce qui faisait en tout cas, alors je sais pas si c'était à cause de mon jersey qui était peut-être plus lourd, mais ce qui faisait que la couture entre ces deux écarts, c'est-à-dire la couture des 5 cm, le surjet remontait. Et je ne trouvais pas ça du tout très, très joli et très agréable à regarder. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redéfait le col et j'ai mis bord à bord les deux bouts de col. Alors ça diminue un peu la marge d'encolure, mais comme bon, c'est du jersey, ça passe encore. Et ça fait que du coup, j'avais plus cette problématique-là de col, de surjet qui se relevait avec la lourdeur du poids. Alors j'ai pris un tissu que j'avais acheté oui, au marché du tissu l'année dernière. Et voilà ma version. Donc un col qui tient bien, un col montant. C'est ce qui vraiment me plaisait, puisque sur du jersey c'est assez rare de voir des cols. Généralement c'est pas des... on voit pas de col sur du jersey. Donc c'est vraiment ce qui... je trouve le modèle très très beau, il y en aura d'autres certainement. Et donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, ici j'ai rapproché le plus possible les deux bouts de col pour que justement cette partie-là ne se soulève pas comme elle le faisait avant que ce soit rapproché. Sinon, aucune difficulté particulière. Hein. J'ai fait j'ai réutilisé, ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé, ma recouvreuse. Donc ça donne une finition très agréable. Des bas de manche. Il y a un empiècement dos. C'est cousu en 2 fois, surjeté, surpiqué pardon. Et le col est entoilé pour qu'il tienne bien en fait, et il tient bien, du coup il tient bien le haut du dos et il bouge pas, il n'a pas tendance à bouger, ça c'est très bien. Donc en fait c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Donc il y en aura certainement d'autres par la suite. Voilà. Je passe au modèle suivant. Donc le deuxième modèle vient de l'atelier Scamit. Il s'agit de Bohème. Bohème, donc de la taille 34 au 48 et pour les débutants. Donc je confirme, c'est un modèle simple, même s'il est long à faire. Alors pareil, ce modèle-là m'avait plu. J'avais pas flashé du tout dessus quand il est sorti. Et je l'ai vu en fait lors du CSF et
la créatrice avait fait une version avec de la double gaze, hein, et je l'avais trouvé vraiment très jolie. Et comme j'avais un coupon de double gaze que j'avais acheté également au marché du tissu, ben, je me suis dit ben, j'allais l'utiliser avec. Alors la Téléscamite, pour l'instant, c'est vraiment la marque qui je trouve prend le plus de soin et aide les personnes qui utilisent leur patron, parce que c'est très bien expliqué. Il y a des tas de photos explicatives, donc, franchement un pas à pas parfait. Et en plus, si on a des difficultés avec les explications, il y a toujours une vidéo qui est mise sur leur site et qui explique également le montage. Donc franchement, cette marque-là, je trouve vraiment très très bien pour les débutants, ils puissent améliorer leur technique. Alors, comme je vous disais, c'est un modèle facile, même s'il est long. Il y a donc, en termes de technicité, il y a surtout le col froncé. Donc ça, il y a 2 pinces. Et les coutures anglaises, puisque l'atelier Scamite utilise beaucoup les coutures anglaises, donc ça prend plus de temps, puisqu'on a 2 coutures au lieu d'une pour chaque couture intérieure. Alors, s'il y a une chose que enfin, juste un bémol sur ces patrons, je pense que c'est à chaque fois que j'ai utilisé, alors c'est le deuxième, j'ai fait l'envol, donc c'est la deuxième fois que je crée un modèle d'atelier Scamite, et à chaque fois je me retrouve à devoir faire des tailles largement inférieures à celles que je suis... à celles que je devrais si je me basais sur leur tableau détail. C'est-à-dire que si je me base, si je retrouve le tableau détail, il n'y a pas le tableau détail, c'est étonnant. Il est où le tableau détail? Il doit être à l'intérieur. Oui. Si je me réfère à leur tableau détail, et ça a été exactement la même chose pour Envol, si je me réfère au tableau détail, je devrais faire une taille, je vais dire une taille 42. Ce serait un petit peu large, mais une taille entre 40 et 42. Or, à chaque fois que je fais un patron, de toute façon, je mesure en fait l'aisance qui est faite, qui est mise dans le patron. Et pour Atelier Scamite, à chaque fois, alors est-ce que c'est le modèle qui est ample, et c'est à chaque fois je suis tombée sur un modèle ample et un peu trop... enfin, j'ai pas l'impression que celui-ci, comme en vol, oui, c'était indiqué que c'était un modèle loose. Celui-ci beaucoup moins, c'est quand même un modèle un peu plus près du corps. Et ben j'ai dû faire une taille 36 au lieu de 42. Ça veut dire qu'il y a également une aisance très conséquente en fait dans ce modèle-là. Donc faites attention à cela si vous souhaitez le faire. Mesurez l'aisance. Alors pour mesurer l'aisance, c'est pas compliqué. Vous mesurez tout simplement au niveau de la poitrine devant. Vous multipliez par 2 puisque c'est une moitié de poitrine. Vous faites la même chose derrière. Vous multipliez par 2 et vous additionnez. Et si vous voyez, par exemple, moi je fais on va dire un 90 de poitrine, j'ai vu que l'aisance ça devait être un 100 et quelques. Donc du coup je redescendais d'une taille pour voir combien était l'aisance sur les autres tailles, et je suis arrivée à avoir un 95 de poitrine, pour avoir une aisance à peu près de 4 cm, 3-4 cm, ce qui est à peu près normal. Il fallait que je descende au 36. Donc du coup je suis partie sur le 36, et effectivement le 36, j'aurais même pu faire également un 34 sur Atelier Scamite. En vol je l'avais fait en 34. Donc c'est pour dire que vraiment faites attention à ce petit point de détail. Alors est-ce que c'est ces 2 modèles là qui sont particulièrement, je ne sais pas pour les autres, mais est-ce que c'est ces 2 modèles là qui sont particulièrement amples, mais en tout cas faites attention à ce petit point de détail, c'est le seul bémol que je trouve sur la marque. Donc je vous montre le modèle. Donc voici ma bohème. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est de la double gaze avec un col qui est volanté. Donc il y a des fronces à faire. Donc ça prend du temps, hein, les fronces, hein, puisqu'il y a plusieurs lignes à créer, à foncer et à mettre en place. Donc sinon, ici un petit pli creux d'eau.
Ah oui, c'est une couture en fait du milieu. Je me demandais, je voyais pas d'emplacement dos, mais non, c'est qu'une seule pièce en fait. Et c'est juste une couture au milieu où on fait un pli, je vais vous montrer l'intérieur, où on fait un pli creux directement à l'intérieur. Donc les coutures intérieures, comme je vous le disais, hein, c'est des coutures anglaises et elles sont vraiment... Elle prend vraiment soin de ses coutures intérieures également. Et c'est ce que j'aime beaucoup sur cette marque. En couture anglaise, on ne voit pas de surjet. Et donc, comme je vous le disais sur le dos, un pli creux qui est créé pour pouvoir créer le pli d'ouverture. Et pareil pour ce qui est une bonne façon de faire en fait pour le pli en fait enfin, le col français, même derrière en fait, je sais pas si on voit grand chose encore une fois, même derrière on voit pas de couture. Il est monté de telle manière qu'on ne voit pas du tout la couture à l'intérieur. Donc c'est un très joli modèle. Moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup avec cette version double gaze. Bon, je pense pas en créer d'autres parce que c'est vrai que c'est un très joli modèle, mais c'est pas un modèle basique. Donc je me vois pas avoir le même modèle avec le col français. Avec le col français sur plusieurs modèles, c'est bien les basiques, mais quand c'est pas des basiques, je trouve que ça fait plus... Enfin, c'est plus difficile à porter un même vêtement, ou alors, si, peut-être, avec du... avec le même tissu, avec du... comment on appelle ça, du chambray. Un chambray, je l'avais vu aussi en version chambray sur leur site, il est pas mal aussi, donc peut-être un chambray. Ce serait deux modèles comme ça. Donc. Alors, si j'ai le courage... Et si ma fille accepte de me filmer, j'essaierai de faire une vidéo des vêtements portés, un petit défilé. Alors je vous le garantis pas parce que c'est pas trop mon truc habituellement. Mais comme j'aime bien regarder les autres le faire, je me dis pourquoi pas. Ça donne une autre vision du vêtement et je trouve que c'est pas mal. Donc je vais essayer de le faire après cette vidéo là. Et là je passe au troisième modèle. Alors le troisième modèle, il s'agit de la blouse Emma. C'est moi le patron, Coralie Bijasson. Alors j'avais vu cette version, je la trouvais vraiment très jolie parce qu'elle avait surtout les manches ballons et les larges poignets que j'aime beaucoup sur les différents modèles que j'ai. Donc, alors elle préconise de le faire avec un tissu fluide. Et je n'avais qu'un seul coupon de viscose. Alors je ne sais pas honnêtement si je porterai ce vêtement, vous me direz d'ailleurs si je fais la petite vidéo derrière si ça me va, parce que c'est pas un tissu que j'ai l'habitude de porter. Je suis plutôt dans les couleurs sombres et unies plutôt que assez flashy. C'est pas, je dis pas qu'elle est flashy, mais vous allez voir après ce que ça donne. Alors au niveau des tailles, alors c'est un patron qui va de la taille 34 à 48. Et c'est vrai que je me dis après que j'avais pas conscience de ça, honnêtement, qu'il y a beaucoup de patrons qui ne vont pas au-delà de la taille 48, et c'est vrai que c'est compliqué pour les personnes qui font plus que 48 aujourd'hui de pouvoir trouver des patrons, ou alors il faut se faire une formation modélisme, mais de trouver des patrons au-delà de la taille 48, c'est assez difficile, et je comprends mieux en fait la marque Bobbin Patterns, c'est le succès de la marque Bobbin Patterns, puisque justement ils se sont basés sur ce genre de problématiques et grâce à elle, d'autres personnes ont enfin accès à des patrons de leur taille. Donc je disais, alors je l'ai fait moi en taille 40, donc pareil, par contre pas de souci au niveau de la taille, l'ampleur est suffisante en taille 40, donc j'ai pas eu à modifier la taille, elle est très bien taillée du coup. Le niveau, c'est un niveau 2, moyen, intermédiaire, oui je confirme. Il y a quand même, en termes de technicité, il y a une fente alors des poignées, donc une fente indéchirable. C'est surtout ça, c'est surtout les bas de manche en fait qui sont les plus techniques à réaliser. Les manches ballons aussi, donc il faut aussi avoir ici on a des fronces à gérer. J'ai fait une modification qui est la largeur. Donc en fait, la largeur de la ceinture. En fait, la ceinture, à un moment, elle est très large. Mais bon, comme je suis pas très grande, que je me disais que ça représentait
on va dire un quart de mon corps. J'ai réduit de moitié la ceinture pour qu'elle soit moins large tout simplement. Et sinon... non, rien de particulier. Je vous montre ça tout de suite. Sur le mannequin, c'est un peu plus... Alors, je ne sais pas si vous allez voir entièrement, mais bon, on va essayer de le remonter après. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier? On a... Alors, j'ai pas tous les boutons, encore une fois, je suis, comme beaucoup, réduite à utiliser les stocks, et quand on n'a pas, ben, il faut patienter. Donc, c'est ce qui me plaisait beaucoup, c'est justement ces manches, ces bas de manches, ces poignées de manches, pardon, qui sont très longues. Alors, par contre, j'ai dû réduire la... C'est-à-dire que normalement, j'aurais dû coudre... Vous voyez, il y a un espace important ici. J'aurais dû coudre les boutons un peu plus près du début ici. Sauf que, alors je sais pas si c'est du fait que j'ai des poignets plus fins, bah, ça n'allait pas jusqu'au bout. Donc j'ai dû avancer un peu plus. Donc ce qui fait que ici au niveau des poignées de manche, enfin au niveau de la fente indéchirable, elle est plus à l'intérieur. Mais sinon ça ne tenait pas mon poignet complètement et ça faisait trop large quoi. Donc là, on a la fente indéchirable. Je sais pas si on va... Alors, vous voyez le tissu, c'est ça dont je vous parlais. Le tissu, en fait, mon mari trouve qu'elle me va très bien. Moi, j'ai plus de mal avec ce tissu. C'est pas un tissu que j'ai l'habitude de porter. Alors, pourquoi je l'ai acheté? Mystère. Je ne sais pas. Je ne sais pas à qui je devais le destiner. Je ne sais pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Donc, au-delà de ça, on a donc... Alors, oui, j'ai voulu me simplifier les choses en faisant, parce que normalement on fait un biais, c'est un biais retourné pour le coudre. Je voulais me simplifier les choses et j'avais voulu aller plus vite, hein, tout simplement. Et j'ai voulu prendre un ruban comme ça. Donc j'ai cousu. Mais oui, mais c'est pas du biais. Donc la tête, elle passait plus, effectivement. Donc j'ai dû tout redécoudre. J'ai dû après refaire du biais pour pouvoir ma tête passe. Alors, ce que je vous disais, c'était la ceinture. Je ne sais pas si vous allez la voir, non. À première vue, non. Je vais la monter comme ça. Alors, est-ce que je recule un peu? C'est un modèle assez ample sur la ceinture. La ceinture est cousue de chaque côté. Et elle est très longue pour faire plusieurs tours. Donc, vous voyez, normalement, la ceinture, là, je l'ai diminuée par 2. Mais la ceinture, elle double. Donc moi j'ai trouvé qu'une ceinture doublée c'était encore trop grand, donc c'est pour ça que je l'ai réduite. Et donc on tourne une première fois sur le devant et elle doit être ramenée sur le derrière plutôt, et elle doit être ramenée sur le devant pour faire un petit nœud. Donc c'est vraiment une ceinture qui est très longue et c'est ce qui fait qu'elle prend quand même pas mal de tissu pour la créer. Ensuite il y a les manches ballons. Donc c'est très mignon, je trouve les manches ballons. Alors, on voit pas grand chose avec ce tissu-là. C'est des fronces, donc il faut bien gérer les fronces pour qu'elles fassent des petits plis en manches ballons. Sinon, bah, c'est un devant et un dos, hein, rien de difficile. Et elle est cousue en fait surfilée. Alors je crois par contre qu'elle nous fait surfiler, oui, il me semble de mémoire. Je sais plus si je l'ai noté ça. Je ne sais plus si c'est ce patron-là où elle fait surfiler après avoir cousu. Ce qui n'est pas pratique du tout. Je ne sais plus si c'est celui-là. Il y en a un des trois, en fait, il fait surfiler les pièces une fois qu'elles ont été cousues. Donc, il ne faut pas se tromper, quoi, parce que sinon, on peut passer le couteau sur le vêtement, et ça, c'est franchement pas terrible. Et il y avait un petit point aussi que j'avais bien aimé, c'est sur le livret d'explication. J'avais trouvé ça très original. Alors il est bien expliqué, hein, pas de souci par rapport aux explications. Elles sont claires, il y a des schémas. Alors par contre il n'y a pas de vidéo, non je crois pas que j'ai avoir vu des vidéos. Ouais. Et ce que j'avais bien aimé en fait quand j'ai ouvert le patron, les explicatifs, c'est qu'en fait ce livret il est lui-même cousu. Alors, je sais pas si vous voyez les points de couture. Il est lui-même cousu et j'ai trouvé ça très original. Je ne savais même pas qu'on pouvait coudre du papier, mais c'était sympa comme tout.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, les marges sont incluses, elles sont de 1 cm. Ah oui, il n'y a pas de pièce de patron pour les biais. Donc, le biais d'encolure et la fente capucin, il faut le faire soi-même. Il n'y a pas la pièce qui va avec. Donc, elle donne bien sûr les dimensions pour le faire. Hein, mais il faut le... Ça aurait été pas mal que... Surtout que dans la planche patron, il y avait largement la place de les faire, mais bon, c'est pas grave. C'est qu'un détail, on va dire. Donc juste de la minutie pour ce modèle, surtout au niveau des poignées de manche, sinon pas de difficulté particulière. Voilà pour ce modèle-ci, et je passe au dernier. Alors, pour le dernier patron, il s'agit d'un jeans. Donc, il vient de la marque Jali, le numéro 2908. C'est un jeans, alors comme je vous l'avais expliqué déjà sur la marque canadienne Jali, ce que j'aime chez eux, c'est que on va de la taille enfant, donc ça va de la taille 2 ans jusqu'à la taille adulte. Et ça va jusqu'à la taille 52. Donc c'est quand même une large panel de taille, et c'est ce que j'apprécie chez eux. Donc il s'agit d'un jeans type bootcut, que j'aime beaucoup, c'est-à-dire un peu plus évasé au niveau des jambes. Il y a la version taille haute ou la version taille régulière. Donc j'ai fait la version je ne sais pas, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que du coup, il y a eu un truc bizarre avec ce patron. En fait, je l'ai décalqué, ça fait très longtemps, donc au début de la couture, donc ça devait être en 2014 ou 2015. Hein. J'ai décalqué ce patron pour le faire, et puis finalement, je l'ai laissé de côté. J'avais noté, j'avais noté que la taille dessus, à quelle était la pièce. J'avais mis aucun repère. Débutante, hein. Aucun repère. Donc, et quand j'ai pris ce patron pour le faire, parce que je me suis dit que j'allais quand même m'attaquer enfin à mon jean, je me suis fait confiance. J'ai pris le patron, je l'ai posé sur le reste de tissu. Alors j'ai utilisé le même jean que le short que je vous ai montré tout à l'heure. Donc je me suis fait confiance, j'ai tout découpé. Et quand je me suis rendu compte que j'avais oublié les repères, j'ai voulu remettre en fait le patron sur la planche de patron pour pouvoir réindiquer les repères manquants. Et là, mystère et boule de gomme, ça correspondait absolument pas à la taille que j'avais décalquée. C'est-à-dire que à l'époque, j'avais mis en jaune toutes les pièces que j'étais censée avoir décalquées. Et quand j'ai mis le devant, le patron que j'avais décalqué sur la planche de patron, il y avait au moins 4 tailles de différence. Alors j'étais dégoûtée parce que j'avais utilisé tout mon coupon qui me restait, et que je me suis dit mince, il va pas pouvoir, je ne vais jamais pouvoir rentrer dedans, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai dit bon, maintenant que c'est découpé, je vais quand même le faire. Ça, la taille auquel elle semblait correspondre, pardon, était le 36. Donc moi je fais une taille normalement 40 en pantalon, et j'avais tracé le 40. Donc je me suis dit, bah, écoutez, c'est pas grave, je vais le faire. Et puis par chance, ma fille rentrera dedans, puisque taille 36, elle doit faire du 34, donc elle devrait normalement rentrer dedans sans trop de difficultés. Donc je l'ai monté. Je l'ai monté pour ma fille. Je vous expliquerai pourquoi je dis ça après. Et quand je l'ai fini, en fait, il s'est avéré que ça n'était pas du tout sa taille non plus. C'était beaucoup trop grand pour elle. Donc je n'ai rien compris. Ça ressemblait pas du tout ni à un 34 ni à un 36. C'est pour ça que je disais que je ne sais pas quelle taille j'ai fait. Le patron était le même. Je ne sais pas à quoi il correspond, mais en tout cas, du coup, comme c'était trop grand pour elle, je l'ai essayé. Je rentre dedans. Bon, faut pas que je prenne un kilo de plus, parce que là, j'ai déjà côté slim qui me déplaît un peu, parce que normalement c'était censé être un côté butt cut un peu plus large. Donc là, ça me fait un slim, on va dire. Je rentre dedans quand même. Mais comme je vous disais, j'avais fait ce modèle-là pour ma fille. Donc le dessin que j'avais dessiné derrière pour m'amuser, parce que ça m'avait fait sourire quand je l'ai fait, eh ben, il ne correspond plus à une jeune fille, mais il correspond à une jeune fille, mais pas à une dame de mon âge.
Et du coup, ça, bah, je vais quand même le mettre, hein, parce que je l'ai fait, je vais pas tout défaire maintenant, mais c'était assez étonnant cette histoire de taille. Là. Donc si je le refais, je suis pas certaine d'en refaire sur ce modèle-là, mais si je le refaisais, il faudra que je redécalque la bonne taille pour que je sois sûre de moi, quoi, parce que là, je sais pas du tout ce que j'ai fait, mais il me va, enfin, je rentre dedans. Je respire pas trop, mais je rentre dedans. Donc, alors, en termes de difficulté, pardon. Alors j'ai eu une difficulté, enfin la grosse difficulté c'est la braguette. Alors étonnamment sur le jean, sur le short, je n'ai pas eu du tout de difficulté sur la braguette. Mais pour ce jean, la difficulté c'est en fait que le montage est particulier et il correspond à une norme canadienne, parce que c'est une marque canadienne. Et que les Canadiens n'ont pas du tout la même façon de monter apparemment les braguettes que nous. Donc j'ai bugué. J'ai bugué avec cette braguette. Donc je suis allée voir plusieurs tutos et je suis par chance tombée sur le tuto d'un tuto. Je le mettrai en même temps parce que si ça vous tente, au moins vous aurez l'occasion de voir le tuto. Je suis tombée donc sur la chaîne de Diane Desiel, hein, qui est une professeure de couture apparemment renommée au Canada et qui a une chaîne tout le Fully, où elle fait des tutos très bien expliqués d'ailleurs. Et par chance, elle expliquait le montage de la braguette de cette façon-là. Donc je l'ai regardé, j'ai fini par reproduire, parce que pas par comprendre, parce que franchement je ne l'ai pas trouvé terrible cette méthode, mais par reproduire pour pouvoir finir mon pantalon. Donc ça c'était vraiment la difficulté de ce pantalon. Sur le reste, j'ai pas eu de difficulté particulière, à l'exception quand même que je me suis retrouvée avec... Alors vous voyez là, si je vous montre ici, alors j'ai vraiment une difficulté avec ça. Même mon mari il me dit mais ça va rentrer dans ta petite tête, j'ai du mal avec ça. Je n'arrive pas à me souvenir si le bouton doit être à droite ou à gauche pour une femme. J'arrive pas, pour moi c'est compliqué, je sais pas pourquoi il y a des choses comme ça qui veulent pas rentrer. Donc à chaque fois, et ça ne facilite pas les choses quand c'est inversé, à chaque fois je me dis mais c'est à droite ou à gauche qu'elle doit être la boutonnière. Et dans ce modèle-là, la boutonnière, elle est sur... J'ai encore du mal. Donc elle est comme ça. Elle est sur la gauche. Donc le bouton sur la droite. Or, en France, le bouton à droite, c'est un modèle homme. Donc apparemment, au niveau du Canada, soit c'est inversé, soit ils s'en fichent complètement de savoir si le bouton doit être à droite et à gauche. Ou à gauche. Sur le short... Vous voyez, sur le short là, ici, alors c'est ma droite, donc là j'aurai la boutonnière et mon bouton il sera à gauche. Donc c'est bien modèle pour femme. Oups. Modèle pour femme. Et là, je ne sais pas comment j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai monté la braguette comme j'ai fait pour le short. Donc je me suis retrouvée avec inversé le bouton par rapport aux explications en fait du patron. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, hein, honnêtement, mais bon, du coup je me retrouve bien avec mon bouton à gauche. Allez, ça recommence. Ah bah vraiment, ça ne veut pas passer ça. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc c'est un pantalon jeans, voilà, le même tissu. Alors j'ai même, je voulais tellement que ça corresponde en fait avec le short que j'ai réutilisé, et j'en avais pourtant pas assez, mais j'ai fait des petits j'ai fait des raccords pour arriver à avoir une poche intérieure exactement de la même façon. Donc le voici. Alors pareil, j'ai pas le... Oui c'est ça. Ça rentre, ça ne veut pas rentrer. Hein. J'ai pas le bouton, donc j'en achèterai quand je pourrai aller en magasin. Donc le voici. Le pantalon, donc les poches normales, donc on a des passants, la braguette qui m'a été compliquée à comprendre. Alors vous voyez, là où j'ai eu du mal en fait, c'est que ils nous font, on n'a pas un devant droite et un devant gauche, on a deux devants identiques, ce qui fait que du coup on a deux sous-pattes identiques. Donc il nous faut coudre les deux devants ensemble, faire une couture à point large pour après pouvoir la défaire. Et ensuite, on doit travailler à l'intérieur avec la braguette. Sauf que du coup, on a aussi un soupon à coudre. Et alors là, j'ai bugué. Je me suis dit, mais comment je vais pouvoir coudre un soupon? Parce qu'il y a déjà deux soupons. Dans la vidéo de Diane Desiel, elle fait coudre ensemble les deux soupons après.
et le soupon qui est déjà existant, bah, il reste. Alors que eux, ils avaient en plus un autre soupon. Et en fait, ils font couper une partie, enfin un soupon. Alors là, c'est là où je comprenais pas pourquoi on a 2 coutures et ensuite on a 2 pièces et ensuite donc il nous faut couper, une fois que c'est fini, il nous faut couper une partie du soupon que je n'ai d'ailleurs pas fait, et ensuite on vient coudre l'autre soupon. Mais je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, ok d'accord, si je coupe cette partie là, je fais comment pour coudre mon autre soupon, parce que je n'ai plus de matière. Donc en fait ce que je fais, et c'est pour ça que j'ai un peu là en fait ce que j'ai fait, c'est j'ai le premier soupon ici que j'ai replié et j'ai cousu le deuxième soupon en dessous. Alors ça change rien visuellement, hein, sauf que du coup j'ai un peu plus de matière ici. Et sinon c'est la braguette, elle est exactement, je comprends pas pourquoi ils font faire ça. Je trouve que c'est plus compliqué de faire comme ça que d'avoir une moitié de soupon à droite ou à gauche, hein. Vous aurez compris, j'ai du mal avec ça. Et ensuite on coud dessus le soupon le définitif, que d'avoir deux morceaux qu'il faut couper après. Je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave, c'est leur manière de faire. Et donc là où je vous disais que j'avais créé ça pour ma fille, c'est... Voilà, les poches arrière, et ben je me retrouve avec des cibles. Ah, ma fille elle a bien rigolé, elle a fait, ah, tu voulais que ce soit pour moi, ben maintenant c'est pour toi. Donc des cibles sur les fesses. Super. Bon, mais c'est pas grave, hein, si je mets quelque chose de haut, de bas plutôt, on verra pas. Donc le voilà, le pantalon. Donc, je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez le voir entièrement. Donc avec, vous voyez, les pieds élargis un peu vers le bas. Un peu, bah, pas de def, on va dire, mais pas aussi large. Bon, j'aime beaucoup le modèle, hein, malgré la difficulté au niveau de la braguette. J'aime beaucoup le modèle. Parce que c'est vraiment, enfin, d'après ma morphologie, ce que j'en entends en tout cas, c'est ce type de modèle-là qu'il faut que je porte. Et il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de slim, en termes de patron, il y a beaucoup de slim. Ou tout large. J'ai pas beaucoup de... Enfin, c'est le seul patron bootcut que j'ai trouvé, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Si d'ailleurs par hasard vous connaissez une marque, alors française hein, de préférence, tant qu'à faire travailler les créateurs français, je ne crois pas d'ailleurs avoir vu de marque de jeans français pour femmes. Bootcut. Oui, je suis exigeante, tant qu'à faire. Si vous avez une petite connaissance là-dessus, bah, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça serait utile parce que je pense que j'en ferai d'autres pantalons, parce que je trouve que c'est pas si compliqué que ça finalement. Ça prend du temps, certes, c'est pas si compliqué que ça. Ah oui, j'ai oublié de dire. J'avais eu aussi, alors, dans ma péripétie de pièces de patron qui ne correspondaient pas du tout à la taille, hein, il s'avère que ici, alors on ne le voit pas derrière, puisque du coup, par chance, il est caché derrière, mais mon milieu dos de la ceinture ne correspondait pas à mon milieu dos de pantalon. Donc ça, c'est caché, donc on le voit que... à l'intérieur, mais bon, à l'intérieur c'est pas grave. Et voilà pour la dernière pièce qui n'était pas la moindre, on va dire. Donc, je suis plutôt contente de mes réalisations ce mois-ci. Elles sont pas mal techniques, je trouve. J'apprécie de plus en plus de travailler sur des modèles un peu plus compliqués. Ça me donne des challenges supplémentaires. Et puis je trouve que le rendu étant agréable à voir, donc je suis satisfaite. Bon, on s'auto-satisfait, s'auto-congratule. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu. Je vous laisse normalement, si j'en ai le courage, sinon ben, je vous dis au revoir tout de suite, à la prochaine, avec un petit défilé. Donc des vêtements que j'ai fait. Et puis donc passez un beau mois de mai. Oui, un beau mois de mai. Je vous retrouve normalement le mois prochain. Et je vous souhaite bonne soirée, bonne journée, bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.